Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la troisième partie du cours des RGO, où on va aborder les complications et bien sûr les traitements. La fois passée, on avait vu les lésions anatomopathologiques, on avait vu les critères diagnostiques, les examens cliniques, les examens paracliniques. Je vous invite toujours à consulter les vidéos qui sont toujours disponibles dans la playlist. Aujourd'hui, on va terminer avec les complications et les traitements. Vous allez trouver tous les supports de tous les cours utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, quelles sont les complications du RGO, du reflux gastro-œsophagien? Et on avait vu ça. Donc, cette partie sera juste un récapitulatif. Donc, c'est les hémorragies en premier plan. C'est les sténoses peptiques. Vous voyez là, ainsi du transit œsogastro-duodénal. Et la lésion qu'on craint le maximum, c'est l'endobrachioœsophage. On avait parlé de ça dans la fois passée. C'est une métaplasie intestinale. Qu'est-ce qui va se passer? Le L'épithélium du bas de l'œsophage, il va se transformer vers un épithélium intestinal. Et ça, on appelle le fameux œsophage de Barrett ou l'endobrachioœsophage. Notez ce terme-là. Il s'agit d'une lésion précancéreuse. Donc, on récapitule. Premièrement, c'est les hémorragies. On avait parlé de ça dans la classification de Savary. On avait dit que les lésions ou bien les ulcérations, lorsqu'elles sont profondes, ils peuvent causer des hémorragies. Et c'est la première complication là. Et c'est du risque, ou bien c'est du pronostic vital qui est mis en jeu. Donc faites attention aux critères de gravité qu'on avait dit, l'hémorragie en premier plan. Deuxièmement, la sténose peptique. Elle est diagnostiquée comme vous voyez là, ça c'est du transit parité. Donc vous voyez là, c'est la diminution du volume ou bien de la lumière d'œsophage. Elle est due à la sténose peptique. Et comment ça va se passer? On avait dit que dans les stades d'ulcération, les stades de classification de Savary, on avait dit qu'il existe la notion d'inflammation ou bien des lésions des ulcérations. Et vous savez bien, ça c'est de l'anatomopathologie. Toute inflammation, elle va se terminer avec quoi? C'est cet aspect blanchâtre-là, c'est de la fibrose. Donc là, l'inflammation qui est répétée, elle va se terminer vers une fibrose. Et la fibrose, là, c'est la rétraction. Elle va donner la diminution de volume de la lumière. Même parfois, c'est du sténose peptique. Donc, première lésion, c'était l'hémorragie, première complication. Deuxièmement, la sténose peptique qui est due à la fibrose, qui est due à l'agression progressive. Ça nous fait rappel au cours de sténose duodénale dans la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Je vous invite à le consulter. Et troisièmement, donc ça c'est la sténose. Et troisièmement, la fameuse ou bien le fameux œsophage de Barrett, c'est l'endobrachioœsophage. Donc vous voyez là, ça c'est la métaplasie intestinale. Donc, le tissu épidermoïde ou bien le tissu épithélial de l'œsophage, il a subi d'une métaplasie intestinale. Donc, les cellules là de type épidermoïde, ils vont se transformer vers les cellules intestinales. Et ça, ce qu'on appelle, donc, vous voyez, c'est cet aspect-là, c'est là. Donc là, c'est la métaplasie intestinale. Et c'est une lésion, quand je répète lésion précancéreuse, c'est, elle représente le tiers des cas dans les cancers de l'œsophage où on va aborder ça. Donc, cancer de l'œsophage, le type histologique le plus fréquent, c'est le cancer épidermoïde, mais l'endobrachioœsophage, l'œsophage de Barrett là, il va donner de l'adénocarcinome de la portion inférieure du l'œsophage. On va aborder ça avec détail dans le cours des cancers de l'œsophage. Donc, si on récapitule, c'est les hémorragies, la sténose, la métaplasie intestinale, l'œsophage de Barrett, et vous voyez là, ça c'est de l'anatomopathologie. Premièrement, là, c'est la métaplasie. Elle va se transformer vers une dysplasie de bas grade. Dysplasie de bas grade, elle va sauter vers une dysplasie de haut grade. Et malheureusement, en dernier lieu, c'est de l'adénocarcinome. Donc,
On va aborder ça avec détail dans, je répète, dans le cours des cancers gastriques. Donc, complications hémorragiques, sténose, endobrachy-œsophage, qui est une lésion précancéreuse de l'œsophage. Et là, vous voyez, ça, c'est l'adénocarcinome qui a été dû à, sur un endobrachy-œsophage. Donc, j'espère que c'est clair pour les complications. Gardez bien la notion de l'endobrachy-œsophage. On va l'aborder avec détail dans le cours prochain. Maintenant, dernier titre, c'est bien sûr le traitement. Le traitement du RGO. Et premièrement, quels sont les objectifs de ce traitement-là? C'est de soulager les symptômes, premièrement. C'est une pathologie qui va devenir chronique. Elle va altérer l'état ou bien la qualité de la vie du patient. Le patient, il est en train de souffrir, surtout devant les manifestations atypiques. Deuxièmement, améliorer la qualité de la vie. Et bien sûr, favoriser la cicatrisation des lésions. Je répète, toute inflammation qui est chronique, toute inflammation qui dure dans le temps, c'est le lit, notez ça bien, c'est le lit du cancer. Donc une inflammation à répétition, une inflammation chronique, c'est le lit du cancer. Elle va favoriser les lésions précancéreuses. C'est pour cela, dans les lésions, dans les inflammations du tractus digestif, notez ça dans la gastrologie, notre but, c'est de cicatriser les lésions. Ça, c'est notre objectif pour lutter contre les lésions précancéreuses, comme par exemple l'endobrachy-œsophage, l'œsophage de Barrett. Maintenant, quelles sont les armes thérapeutiques? Bien sûr, on commence par du plus simple vers le plus compliqué. Et bien sûr, premièrement, c'est les règles hygiéno-diététiques. On va aborder ça avec détail. Donc, c'est les règles hygiéno-diététiques. Le patient, il va avoir un régime alimentaire qui est régulier, limité pour limiter le reflux de l'acidité gastrique. Même les horaires de repas, ils sont à respecter. Tout ça sont des armes thérapeutiques. C'est les règles hygiéno-diététiques. Deuxièmement, on peut lutter contre l'acidité gastrique. On peut utiliser les anti-acides. On peut prescrire de l'alginate. L'exemple le plus fréquent là, c'est le Gaviscon, les topiques gastriques. On a les prokinétiques. On avait dit précédemment dans les parties précédentes que parmi les causes du RGO, c'est le déficit de la motricité de l'œsophage. On avait parlé de ça. On avait dit que la motricité de l'œsophage, c'est parmi les mécanismes de défense. Elle favorise le flux de l'acidité vers l'estomac, à l'inverse. Donc, en cas de déficit, en cas d'une akinésie de l'œsophage, on peut utiliser les prokinétiques. Les anti-H2, pour lutter contre la sécrétion de l'HCl, et les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, vous voyez là la ressemblance entre le RGO et les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Donc, selon les formes qui résistent le traitement, on va aborder quelles sont les règles de la prescription des inhibiteurs de pompe à protons. Et toujours, devant les pathologies chroniques, je répète, c'est l'endoscopie qui est l'examen de suivi pour visualiser les lésions. On avait parlé de ça dans la partie précédente. Et au dernier recours, si les lésions résistent au traitement, résistent aux règles hygiéno-diététiques, aux topiques gastriques, aux inhibiteurs de la pompe à protons, on n'a que le recours en dernier lieu à la chirurgie. Donc ça, c'est les armes thérapeutiques. Maintenant, une autre question à poser. Quels sont les conseils à donner chez un malade qui souffre d'un RGO? Donc, 5 conseils à donner. Je vous invite à les noter. Premièrement, surélever le lit à tête de 10 à 15 cm. Pourquoi? Pour favoriser le reflux, bien la diffusion de l'acidité vers l'estomac et lutter contre le RGO. Donc, c'est l'inclinaison. Je répète, surélever le lit la tête 10 à 15 cm. Ne pas prendre des repas copieux ou bien des repas gras, surtout le soir. Ça fait partie du régime alimentaire. Ne pas s'allonger immédiatement après un repas. Pour favoriser la digestion.
et éviter le reflux gastro-duodénal, bien le reflux gastro-œsophagien. Quatrièmement, limiter le poids s'il existe une surcharge pondérale. Parmi les facteurs favorisant du reflux gastro-œsophagien, c'est la surcharge pondérale. Et cinquièmement, bien sûr, supprimer le tabac et l'alcool. Tout ça sont des facteurs favorisant du régime. Donc, premièrement, je répète, avant de poser n'importe quel traitement ou bien n'importe quelle médication, il faut conseiller vos patients-là. Et ces 5 conseils primordiaux, je vous invite à les noter. Donc, c'est premier ordre, c'est les règles hygiéno-diététiques pour limiter le RGO. Deuxièmement, concernant la thérapeutique, comment allez-vous prescrire ou bien quelles sont votre modalités de prescription de traitement en cas d'RGO? Et ça serait un récapitulatif de ce qu'on avait dit précédemment dans la partie précédente. Dans la conduite diagnostique, on a 3 situations. Là, je demande votre concentration. La première situation, s'il existe un RGO typique, un âge, je répète, qui est inférieur à 50 ans et pas de signe d'alarme. Et si vous bien survenir de la partie précédente, on avait dit qu'il n'existe aucun examen paraclinique à prescrire. On opte directement le traitement médical dans cette première situation. Deuxièmement, c'est en cas de RGO typique avec un âge qui est supérieur à 50 ans ou avec des signes d'alarme. Là, on demande les investigations et on avait dit que c'est le rôle de la fibroscopie ou bien de l'endoscopie pour mettre en évidence les lésions pour rechercher de l'œsophagite. Troisièmement, devant une manifestation atypique, ça nous inquiète toujours. La manifestation atypique, elle peut cacher des lésions ou il y a parfois des états précancéreuses, malheureusement, comme on avait vu dans les complications. Donc, on commence premièrement la première situation. RGO typique, pas de signe d'alarme. Âge inférieur à 50 ans, je répète, l'endoscopie initiale, elle est non nécessaire. D'abord, aucun examen paraclinique est à prescrire devant cette première situation. On avait parlé de ça précédemment. Donc, c'est l'oméprazole à pleine dose pendant 4 semaines. Donc, c'est les IPP. Lorsqu'on dit oméprazole, on dit les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est le même traitement avec les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Après 4 semaines, normalement, ça va être suffisant pour donner de la guérison. Donc, s'il y a un succès, c'est l'arrêt de traitement. Sinon, on va voir, dans ce cas-là, on va aborder l'endoscopie. Donc, l'endoscopie, elle est prescrite qu'il existe un échec thérapeutique. Je répète, un RGO typique, sans signe d'alarme, un âge jeune. Donc, je répète, aucun examen paraclinique est à prescrire. L'oméprazole à pleine dose pendant 4 semaines est suffisant pour lutter et favoriser la guérison et la cicatrisation des lésions. Donc ça, c'est le premier cas. En cas d'un RGO typique, pas de signe d'alarme, un âge inférieur de 50 ans. Passons maintenant à la deuxième situation. Donc, un RGO typique, mais l'âge là, c'est qu'une, ce que nous craignons le maximum, c'est l'âge qui est supérieur à 50 ans. Et les signes d'alarme qu'on avait vus précédemment, c'est les hémorragies, les œsophagites qui sont étendus. Donc là, c'est le rôle de l'endoscopie qui est nécessaire initialement. Donc, je répète, dans le deuxième cas, on recherche les lésions, c'est l'œsophagite qui nous craint. Donc, dans l'endoscopie, on va rechercher l'œsophagite. Si il n'y a pas d'œsophagite, ou bien cette œsophagite, elle est non sévère, donc, c'est les IPP à demi-dose, notre conduite thérapeutique, pendant 4 à 6 semaines. Si c'est le deuxième cas, l'œsophagite, elle est sévère, avec des complications qu'on a vues précédemment, soit d'un endobrachie œsophage malheureusement, ou bien de la sténose, ou bien de l'œsophagite qui est étendue. Donc là, c'est les IPP, je répète, à l'endose pendant 4 à 6 semaines. Donc, je répète, le clé là, c'est l'endoscopie qui est l'examen clé pour déceler dans la conduite thérapeutique s'il n'y a pas d'une œsophagite.
faites attention dans vos cas cliniques. Devant un RGO typique, mais signe d'alarme ou bien un âge qui est avancé, l'endoscopie, je répète, c'est l'examen initial, c'est l'examen clé pour rechercher de l'œsophagite qui est la différentielle entre la conduite thérapeutique. Si c'est le premier cas d'une œsophagite non sévère ou bien l'absence de l'œsophagite, c'est les IPP, je répète, à demi-dose. Je vous invite à noter cette plaque-là. C'est primordial dans vos cas cliniques. Elle peut être posée dans l'examen. Deuxièmement, s'il existe une œsophagite qui est sévère et complications, là, c'est les IPP, mais à pleine dose pendant 4 à 6 semaines. Donc, c'est primordial pour vous de retenir ces deux modalités de traitement. C'est très important. Bien sûr, en cas de succès, on arrête le traitement. En cas d'échec, malheureusement, c'est le contrôle endoscopique qui est obligatoire devant ces cas-là. Et en cas d'échec, on augmente les doses jusqu'à arriver à double dose, comme vous allez voir. Donc, deuxième cas, notez bien, c'est l'endoscopie qui va déceler entre les deux conduites thérapeutiques. Et notez bien, la durée là, elle va être augmentée de vers 4 à 6 semaines selon la lésion de l'œsophagite, soit les IPP à demi-dose ou bien les IPP à pleine dose. Je répète, notez bien les modalités des traitements, c'est primordial pour vous. Troisième et dernier cas, devant des manifestations atypiques. Donc, c'est l'œsophagioscopie. Faites attention. Recherchez l'œsophagite devant des manifestations atypiques. Si il existe l'œsophagite, donc on avait dit qu'on doit augmenter la dose des IPP. Donc, cette fois-là, c'est les IPP, mais à double dose pendant 4 à 8 semaines. Donc, on récapitule. Premier cas, le cas le plus bénin, c'est l'oméprazole, c'est les IPP à pleine dose pendant juste 4 semaines. Donc ça, c'est le cas le plus facile. Donc, un signe d'alarme, un âge jeune. Deuxième cas, si l'âge est avancé ou il existe des signes d'alarme. Donc là, c'est l'endoscopie qui est l'examen ou l'examen décisif, l'examen clé pour poser la conduite thérapeutique. S'il n'y a pas d'œsophagite, c'est les IPP à demi-dose. Notez bien ces trois modalités de traitement. La durée, elle est allongée de 4 jusqu'à 6 semaines. Si il existe l'œsophagite, ou bien elle est sévère, ou bien l'œsophagite avec des complications hémorragiques, ou bien de la sténose, là, vous allez faire, bien, vous allez prescrire les IPP, les inhibiteurs de la pompe à proton à pleine dose, avec durée qui est augmentée 4 à 6 semaines. S'il y a échec, ou bien si c'est le troisième cas, c'est la troisième situation avec des manifestations atypiques ou bien un échec de conduite thérapeutique, l'œsophagioscopie, elle se pose, elle est indispensable dans ces cas-là. Là, s'il existe l'œsophagite, c'est les IPP, mais notez bien à double dose avec une durée allongée, c'est de 4 à 8 semaines. Et toujours notre but, c'est de favoriser la rémission et favoriser la cicatrisation des lésions. Donc, l'œsophagite, toute inflammation est le lieu du cancer, malheureusement. Et dernier point, comme on l'avait vu précédemment, s'il n'y a pas de l'œsophagite, c'est la pH-métrie. Je vous invite à consulter la partie précédente. On avait parlé du rôle de la pH-métrie comme un examen pour poser l'acidité ou bien la validité de l'acidité gastrique et poser le diagnostic d'un RGO qui est atypique. Donc, toujours devant une manifestation atypique, s'il n'y a pas de l'œsophagite, vous allez prescrire plusieurs examens pour poser vos diagnostics. C'est la pH-métrie et les tests thérapeutiques. Mais notez bien de la pH-métrie. On avait parlé de ça avec détail dans la partie précédente. Dernière question. Quand vous allez prescrire le traitement au long cours? Donc, quelle est la place du traitement au long cours? Vous voyez là que le traitement, elle dure là, dans ces cas, au maximum de 8 semaines. Bien sûr, s'il y a une rémission, mais parfois,
vous êtes obligé de prescrire un traitement au long terme. Donc, il se prescrit dans trois indications que je vous invite à les noter. Premièrement, on a du traitement à long cours à dose qui est adaptée. Il est indiqué si il existe des rechutes fréquentes ou bien précoces à l'arrêt du traitement. Donc, si le patient il a des rechutes très fréquentes juste au moment à l'arrêt de traitement, on va passer à la médication au long cours. Altération de la qualité de vie, une œsophagite sévère ou bien des complications, le traitement là va passer à une dose qui est adaptée selon le cas, au long cours jusqu'à favoriser la rémission totale, la cicatrisation totale des lésions. Je répète, on ne veut pas avoir des inflammations chroniques, on ne veut pas avoir des lésions précancéreuses. Les conséquences sont néfastes. Donc ça, c'est le premier cas. Si les rechutes ils sont immédiates, le traitement il est à dose adaptée. Et bien sûr, continue. Deuxièmement, s'il existe des récidives, mais ils sont espacés. Donc là, le traitement, il n'est pas continu, il est intermittent. Donc, il est égal au traitement à entraîner la rémission initiale. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en cas de récidive, on va prescrire la dose, mais qui n'est pas adaptée. Donc, on ne va pas suivre le protocole. On va prescrire la dose précédente qui a donné de la rémission. Donc, premier cas, c'est le plus sévère. On peut aller même jusqu'à double dose. Dans ces cas-là, lorsqu'il existe l'œsophagite qui est sévère. Le deuxième cas, en cas de récidive espacée, on continue dans la dose, bien avec la dose qui a favorisé la rémission initiale. On va changer rien. Donc là, thérapeutique, elle est un peu préservée. Troisièmement, troisième indication, s'il existe des symptômes, mais qui sont occasionnels. Donc là, on va passer au traitement à la demande. Et ces trois cas, je répète, ce sont des traitements au long cours. Ils vont dépasser les 4 ou bien les 8 semaines. Donc, en cas de rechute fréquente, un traitement avec dose adaptée qui peut aller jusqu'à double dose. Les récidives espacées, le seul traitement, mais à dose initiale, traitement intermittent qui est espacé. En cas de symptômes occasionnels, donc ça c'est la médication à la demande, c'est le traitement à la demande. Donc j'espère que c'est clair pour le traitement. J'insiste que vous notez bien les trois situations avec les trois conduites thérapeutiques, avec les doses des IPP, les semaines, la durée bien du traitement et la conduite thérapeutique, c'est primordial. Et même l'investigation au pH métrique devant les manifestations atypiques. Là, il peut s'agir des questions fréquentes dans vos cas cliniques. Dernier titre avant de conclure, c'est le traitement des complications. Donc là, vous voyez, en cas de sténose peptique, comme on avait vu précédemment, on va utiliser les bougies de Savary et Guilliard. Et vous voyez là, comme dans l'illustration, ces bougies-là sont utilisées pour faire de la dilatation, en association bien sûr aux inhibiteurs de la pompe à protons pour lutter contre l'acidité gastrique. Donc, premier traitement pour la sténose peptique, c'est la dilatation avec les épipées à l'aide des bougies de Savary et Guilliard. Deuxièmement, on passe à la lésion la plus grave, c'est l'endobrachie-œsophage. C'est une lésion précancéreuse. Donc, s'il n'y a pas de dysplasie, ou bien la dysplasie est de bas grade, elle est prouvée par l'examen anatomopathologique. On va aborder ça dans le cours de cancer de l'œsophage. Donc là, c'est le traitement aux inhibiteurs de la pompe à protons avec un suivi endoscopique. Donc l'endobrachie-œsophage, ou bien l'œsophage de Barrett, il est à suivre. Il peut se dégénérer malheureusement et donner de l'adénocarcinome, le cancer du bas de l'œsophage. Deuxième cas, si la dysplasie, elle est de haut grade, ou bien elle est confirmée, donc là, on va passer au traitement chirurgical. Donc c'est la résection endoscopique premier lieu, la dissection de la sous-muqueuse, où cette métaplasie, elle a lieu. Deuxièmement, si les lésions y sont étendues, on va faire de la l'œsophagectomie totale.
On risque pas de laisser des lésions précancéreuses. Et si ce patient il est inopérable, on va faire de la dissection par la radiofréquence, le plasma d'argon, le laser, la cryothérapie. Donc on va lutter contre ces lésions-là. Vous voyez, ça c'est de la métaplasie. On doit lutter contre l'œsophage de Barrett, contre la métaplasie pour ne pas laisser le passage vers de l'adénocarcinome. Donc deuxième cas, lutter contre l'endobrachy-œsophage, traitement soit chirurgical, soit radiofréquence. Donc ne laissez pas les lésions précancéreuses. Troisième modalité de traitement, donc quand il faut discuter un traitement chirurgical. Donc, dans les derniers cas, on revend un RGO qui est invalidant, résistant au traitement médical bien conduit, un RGO récidivant, nécessitant le recours aux IPP au long cours, notamment chez le sujet jeune, ou bien un sujet qui refuse l'astreinte, ou bien le temps de médication qui est prolongé. Donc, dans ces cas-là, lorsque le RGO résiste au traitement, ou bien chez les sujets jeunes qui refusent l'astreinte, la charge, ou bien la longue durée de traitement, on va passer au traitement chirurgical. Donc, et quand vous voyez là, ça c'est l'intervention de Nissen. On avait parlé de ça, c'est la fin d'applicature. Donc, on avait parlé de ça dans les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Ou bien on peut faire de la manœuvre de Toupet, qui est simplement l'intervention de Nissen, mais de façon qui est incomplète. Donc, si on fait de la fin d'applicature totale, comme vous voyez là, c'est la fin d'applicature, on va faire de la suture au niveau du fundus pour limiter le reflux gastro-œsophagien. Donc, ça, c'est la fameuse intervention de Nissen, ou bien partiellement, la manœuvre de Nissen partielle, ou bien la manœuvre de Toupet, c'est la fin d'applicature partielle. Et je répète, le traitement chirurgical, il n'a pas le recours que devant des formes qui vont résister au traitement, aux modalités, traitement médical et bien sûr de l'hygiène de vie. On base toujours sur l'hygiène de vie et le traitement médical. Donc, la chirurgie, il n'a pas le dernier recours en cas de résistance aux modalités de traitement. On peut faire aussi des traitements endoscopiques grâce au ballonnet, ou bien là, c'est la suture du pli. Pourquoi? Pour limiter le reflux là, pour diminuer le diamètre ou bien le volume de sphincter, favoriser la résistance, favoriser le système de lutte contre l'acidité pour ne pas permettre le passage des produits peptiques vers de l'œsophage. Donc, on dispose aussi de traitements endoscopiques, bien sûr. C'est au dernier recours, je répète. Dernièrement, quelques points clés avant de conclure. La surcharge pondérale, je répète, est un facteur épidémiologique majeur dans le RGO. C'est pour cela, dans les mesures d'hygiène de vie, on insiste sur la perte du poids, la spécificité du pyrosis et les régurgitations. Ce sont les symptômes qui vont permettre le diagnostic du RGO qui est clinique. Donc, je répète, le diagnostic du RGO, il est clinique. Devant un pyrosis et des régurgitations, il ne nécessite pas, je répète, dans les formes typiques, il ne nécessite pas aucun examen paraclinique à suivre. Les complications qu'on craint, c'est la sténose premièrement, c'est l'œsophagite sévère et l'endobrachy-œsophage, notez ça bien, l'œsophage de Barrett qui est une lésion précancéreuse. Le rôle de la pH métrie qui va affirmer le flux, le reflux acide, le rôle de pH métrie dans les formes atypiques, les règles hygiéno-diététiques, les inhibiteurs de pompe à protons à demi-dose pour les œsophagites peu sévères, à pleine dose, même parfois, comme on avait dit, jusqu'à arriver à double dose. Donc, ce sont des points clés à retenir. Notez bien toutes ces notions. Il peut s'agir des questions répondues au niveau des examens. Donc, ça, c'était tout pour la troisième partie qui est intitulée sur le traitement et les complications. J'espère que les trois vidéos sont bénéfiques.
Je vous rencontrerai prochainement dans les prochains cours qui seront intitulés sur les cancers gastriques, plutôt les cancers de l'œsophage. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage et à la prochaine.